Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. C'est avec plaisir que je vous retrouve, comme chaque samedi, dans le cadre du Forum libéral, pour discuter un petit peu avec vous, parce qu'il y a des commentaires qui se font tout au long de mon émission. Et il y a deux téléspectateurs qui s'échangeaient pendant mon émission, et on a posé la question, à qui missia ça? Je l'ai déjà dit, je suis un Guadeloupéen, né en Guadeloupe, d'une mère pointoise et d'un père abimien. Je me qualifie tout simplement de abimo-pointois. J'ai fait toute ma scolarité en Guadeloupe. J'ai fait quelques études à l'extérieur, ce qui m'a permis de connaître certaines choses et que j'essaie chaque samedi de venir apporter une certaine contribution pour que vous soyez un petit peu mieux informés. Alors cette semaine, j'ai constaté que la Guadeloupe entre dans une période agitée. Vous savez que nous avons, au-dessus de nous, à Saint-Claude, la Soufrière. La Soufrière est un volcan actif. Donc, nous subissons en permanence les réactions de la Soufrière et notre comportement, d'une manière générale, dépend très largement des effluves que nous envoie la Soufrière. Nous sommes des gens posés, mais on peut rapidement entrer en éruption. Nous l'avons vu dans le cadre du conflit LKP, qui a duré 40 jours, une grève très dure, et il a fallu qu'on mette beaucoup de pause, de réflexion, de diplomatie pour qu'on puisse aboutir à l'arrêt de cette grève de LKP. J'ai participé à cette affaire et j'ai contribué à apporter une solution à 3 heures du matin quand j'ai demandé une interruption de séance au port autonome et que le préfet avait donné la parole et j'ai dit qu'en tant que représentant en Guadeloupe de l'Union des professions libérales, une APL, j'accepte de faire signer cet accord BINO à 3 heures du matin. La séance a repris et, comme un miracle, tout le monde a accepté de signer. Je me souviens qu'à la Mutualité, il y a eu une réunion le lendemain de cette soirée mémorable au port autonome, une conférence qui a réuni au moins 2000 personnes devant le palais de la Mutualité à Pointe-à-Pitre. Et l'un des représentants LKP a brandi un document disant que c'est grâce à M. Montpierre que l'accord-là ça aboutit. Je ne suis pas, moi, un faiseur de droit. Je connais le droit, je l'ai étudié, mais je sais aussi que dans toute négociation, il faut savoir, à un moment donné, trouver un motus vivendi, comme on dit. Il faut trouver quelque chose qui puisse amener à un aboutissement. Et c'est ce que j'ai fait. Par la suite, j'avais été attaqué au tribunal pour avoir signé cet accord BINO. Et la présidente du tribunal de Pointe-à-Pitre, Madame Blanc, a rendu un jugement en disant que M. Montpierre était parfaitement habilité à signer l'accord BINO et que cet accord BINO devra entrer en application.
Ça s'est passé, comme vous le savez, en 2009. Nous sommes en 2023. L'accord a été appliqué, certains endroits, contesté chez d'autres, et récemment encore le conflit à EDF portait sur le fait que l'accord Bino n'avait pas été complètement appliqué à EDF. Alors, je veux dire que si nous essayons autant que possible de trouver des solutions d'apaisement, il ne faut pas que d'autres viennent avec une bouteille d'essence pour augmenter la flamme. Il faut au contraire avoir un extincteur pour éteindre complètement la flamme et le conflit. Le conflit de la santé avec toutes ces personnes qui ont été suspendues parce qu'ils ont refusé de prendre un vaccin. Personnellement, je l'ai pris parce que je suis quand même appelé à rencontrer beaucoup de gens dans mon activité professionnelle. J'ai pris le vaccin, mais je n'ai jamais imposé à qui que ce soit de prendre le vaccin. Et comme l'a si bien écrit Kant, la liberté est un droit inaliénable de l'humain. Si quelqu'un ne veut pas faire quelque chose, on ne peut pas l'y obliger. Je vous dis tout ça parce que depuis hier, il y a eu un collectif d'avocats qui s'est réuni à la salle Rémy Souta pour assurer la défense du dossier de M. Jean-Pierre, qui a été arrêté par les gendarmes et qui aurait été bousculé et par la suite serait mort. C'est le fait, il est mort. Les gendarmes, ce sont des gens qui sont là pour maintenir l'ordre. Non pas pour faire le désordre, mais pour maintenir l'ordre. Si des gendarmes ont commis une faute professionnelle, il faut qu'ils en tirent les conséquences. Mais les conséquences ne peuvent être résolues qu'au niveau de la justice. Le dossier est entre les mains de la justice. Le procureur de Basse-Terre a pris une réquisition tendant à déclarer un non-lieu. Ça, c'est le droit. Le procureur a le droit de le faire. Mais le procureur peut aussi commettre une erreur. Et l'affaire doit être instruite par des juges du siège. Et les juges du siège doivent pouvoir dire si la réquisition de monsieur le procureur est conforme au dossier qu'ils détiennent. Les avocats sont montés au créneau pour dire que la réquisition de monsieur le préfet leur semble non conforme au droit. Maintenant, le débat est ouvert et la justice doit suivre son cours. Le procureur a pris sa réquisition, les plaignants s'y opposent et demandent donc maintenant que la Chambre de l'instruction puisse ouvrir réellement le vrai débat à partir des éléments de preuve qui sont présentés par la défense. Donc il est urgent maintenant que l'on revienne dans la sérénité pour étudier calmement et posément cette affaire. Bien entendu, il y a eu un précédent. On me dira qu'il y a eu l'affaire Célin, où des gendarmes, dans une période très agitée, auraient assassiné un Guadeloupéen. Jusqu'à présent, on n'a pas la fin de cette affaire, on n'a pas le résultat final. Il y a des supputations qui se disent, etc. Mais il n'y a pas encore réellement un classement définitif de cette affaire Célin. Les Guadeloupéens sont
actuellement très remonté contre la justice parce qu'il y a eu l'affaire du chlordécone où des juges d'instruction en métropole auraient pris une décision de classement. Bien entendu, quand les juges prennent une décision de classement sur une base discutable pour moi, personnellement, puisque quand on dit que le dossier doit être clos parce qu'il y a forclusion au niveau des délais, il faut demander exactement à quel moment où les personnes concernées ont découvert qu'ils étaient empoisonnés par la chlordécone. Parce que c'est à un moment donné qu'on a découvert que la chlordécone a provoqué des graves catastrophes sur le territoire européen. Les eaux sont polluées, la mer est partiellement polluée parce qu'on ne peut pas pêcher du poisson n'importe où, parce que dans ces secteurs-là, il y a des relents de la chlordécone. Les ignames, ce n'est pas à tous endroits en Guadeloupe qu'on peut planter des ignames. Il y a des fruits et légumes qui sont suspectés de contenir de la chlordécone. Donc, si les juges d'instruction en métropole ont décidé de prendre une décision de fermeture du dossier, il y a d'autres recours possibles. Il y a la Cour de cassation en France, il y a la Cour européenne des droits, la Cour de justice qui peut être saisie également. Donc, soyons calmes, allons-y réellement, mais allons-y avec cette volonté de faire triompher le droit. Et nous n'avons pas besoin de créer à nouveau du désordre sur le territoire de la Guadeloupe. Nous sortons de cette période du Covid où beaucoup d'entreprises ont eu de grosses difficultés pour fonctionner. Je vois même à côté de nous, il y a un imprimeur qui est resté plus de 7 mois fermé. Mais quand une entreprise reste 7 mois fermée, sans revenus, sans argent qui rentre, mais il y a toujours des charges qui tombent pour faire exister l'entreprise. Donc, je parle de cette imprimerie qui a repris là, qui reprend carrément, qui a repris. Ça veut dire qu'il y a quand même une clientèle qui est restée fidèle à l'entreprise. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Il y a des entreprises qui ont été complètement fermées. Il y a eu des dépôts de bilan. Il y a évidemment des gens qui sont arrivés sur le marché de l'emploi sans emploi. Donc tout ça pour vous dire que nous avons passé 3 ans difficiles. Nous commençons à revivre un peu normalement. Donc ce n'est pas la peine que nous allions devant d'autres complications qui vont encore nous obliger à perdre de l'argent, à augmenter la haine dans un pays où il fait si bon vivre. Nous n'avons pas besoin en permanence de nous trouver sous tension. Voilà ce que je voulais vous dire concernant la Guadeloupe. Il y a un article qui est apparu dans France Antilles concernant la CIMAD. La CIMAD est une association qui s'occupe des personnes qui sont en centre de rétention. Et la CIMAD a sorti un article en indiquant que ça fonctionne mal. Ça ne fonctionne pas mal au niveau du centre de rétention. Ça fonctionne mal parce que des gens qui auraient dû normalement déposer un dossier de renouvellement de carte de séjour n'ont jamais pu le faire puisque depuis 2018, avril 2018, il y a une proposition qui a été mise en place où on demande que les demandes de rendez-vous soient faites par Internet. J'ai vérifié moi-même, il est pratiquement impossible d'avoir un rendez-vous par Internet.
J'ai essayé dans toutes les plages horaires, hein, de minuit jusqu'à 5 heures du matin, je n'ai pas trouvé. Alors, si tous les autres personnes sont dans le même cas que l'essai qu'on a fait, il est évident que le système n'est pas bon. Et quand le système n'est pas bon, il faut le remplacer. Je me rappelle, quand M. Carancourt était préfet de la Guadeloupe, il avait fait passer une note au niveau du service de l'immigration où il demandait que les demandes puissent être envoyées soit par la poste, soit déposées sur la boîte aux lettres qui était devant la préfecture. Ça a été supprimé, comme je vous dis, en avril 2018, parce que le texte de M. Caranco disait, pour faciliter l'instruction des dossiers, voilà telle manière qu'il faut procéder. Or, cette partie de 2018 dit également, pour faciliter l'examen, il faut passer par Internet. Alors, les deux systèmes sont là, il faut les vérifier. Moi, je suis persuadé qu'il est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile pour quelqu'un de faire un courrier, d'envoyer les éléments qu'il faut pour faire une demande de régularisation, qu'il y a un échange entre l'administration et le demandeur. S'il y a des pièces qui manquent, on lui demande de compléter son dossier et ainsi les choses pourraient se passer bien. Alors, je vous rappelle qu'il y a une quinzaine de jours, l'ONU, Organisation des Nations Unies, a pris une décision concernant les Haïtiens qui sont en situation irrégulière dans certains pays, comme la Guadeloupe. Et l'ONU demande à ce que ces pays n'expulsent plus les Haïtiens vers leur pays d'origine. Pour les expulser, il faut bien qu'ils aient quelque part pour aller. Ils ne peuvent plus aller dans leur pays d'origine. Alors, si leur pays d'origine n'est pas réceptif, où doivent-ils aller? Alors, il faudrait que les organisations au niveau des gouvernements prennent une initiative pour dire, voilà, si l'Haïtien n'est pas en mesure de rester sur tel territoire, il peut être expulsé sur tel autre territoire que son pays d'origine. Parce que, comme vous savez, actuellement, un pays d'Haïti, rien ne va. Il n'y a pas de présidence de la République, il n'y a pas d'Assemblée nationale, il n'y a pas de Sénat, la justice fonctionne qu'à donc ce n'est pas un pays actuellement où on peut imaginer qu'il y ait une certaine sérénité. Rien ne va, les gangs font la guerre, ils se tuent entre eux, et maintenant ils ne se tuent même plus entre eux, ils font du kidnapping à outrance, et bien souvent le kidnapping se termine par mort d'homme. Il y a mon ami Eric Jean-Baptiste qui est mort dernièrement. Eh bien, c'était un monsieur qui était bien installé en Haïti, qui avait une activité professionnelle florissante, et voilà, il a été kidnappé et assassiné. Il y a tant d'autres. Il y a des avocats qui sont arrêtés, qui sont kidnappés, et on demande des sommes folles. Il ne faut pas croire que quand on demande une rançon en Haïti, c'est pour même les 5 000, 2 000 euros, hein. Ils vont à des millions de dollars, hein. Ce sont des dollars qu'ils demandent. Comment peut-on imaginer qu'un avocat, fût-il un avocat célèbre, puisse disposer de 100 millions de dollars dans sa caisse? Ou bien sa famille peut disposer de 100 millions de dollars. Voilà le montant de la rançon. Hein. Et il y a des enfants à présent qu'on kidnappe et que leurs parents sont obligés de s'assécher dans un pays où ça va mal. Le tourisme, vous pensez bien que si quelqu'un veut aller en tourisme, faire du tourisme, c'est pas en Haïti qu'il va choisir. Hein? Même au niveau des échanges commerciaux, là aussi, il faut savoir, si vous devez passer commande de tel ou tel produit en Haïti, comment ça va faire pour partir, pour arriver chez vous? Et si les Haïtiens commandent et que vous devez leur livrer, où est la douane? Où sont les services fiscaux? Rien ne marche. Donc, ce n'est pas une vie. Alors voilà ce que je vais vous dire, mesdames et messieurs, pour ceux qui nous concernent dans notre région.
Bien entendu, l'Ukraine est toujours une préoccupation mondiale et on s'achemine, je crois, progressivement vers une confrontation Occident-Orient et tout le monde, il le sera des plumes. Nous sommes concernés aussi dans le conflit ukrainien. Il ne faut pas croire que nous sommes exempts du conflit ukrainien. Déjà, l'essence coûte cher. Tout coûte cher à cause de ce problème. Donc, nous sommes également concernés et nous devons rester très véatifs sur tout ce qui se passe sur notre planète. Bon week-end à vous tous. Nous sommes maintenant en carême. Essayons autant que possible d'assumer le carême. Personnellement, il y a des choses que je ne ferai plus jusqu'à 40 jours et je verrai pour la suite. Bon week-end à vous tous et à samedi prochain dans le cadre du Forum libéral.